donc le sujet, donc là nous sommes dans le cadre de l'atelier RH que j'anime au sein de la CPME 34. Et donc tous les mois, on essaye de proposer aux adhérents de participer à des webinaires, des petits déjeuners ou des soirées, comme ça sera le cas au mois de juin, sur des thèmes différents. Et grâce à la participation d'un certain nombre de membres de l'atelier, on est à même de vous proposer des sujets qui touchent l'ensemble de la fonction RH, mais tournés vraiment côté dirigeant TPE-PME, puisque c'est le cœur de la cible de la CPME 34. Donc j'anime cet atelier et on a la chance d'avoir aujourd'hui Yann qui va la société RH Setup qu'il dirige, qui va nous proposer un webinaire sur la politique salariale. Et donc, on va le laisser dérouler sa présentation et on aura ensuite un temps de questions-réponses si vous avez des interrogations sur ce sujet-là. Yann, je te laisse la main. Merci beaucoup, Franck. Alors, sujet éminemment enthousiasmant et qui suscite beaucoup de passion, voire de crispation dans les entreprises. Le salaire, la rémunération. Donc, la vocation de cette présentation avec la cellule emploi-formation de la CPME, c'est d'aborder l'enjeu d'une politique de rémunération, comment on la met en œuvre et comment on peut l'employer dans nos entreprises. Ce qui est quand même un bon préambule et un bon rappel, c'est que quand on parle de rémunération, c'est que pour obtenir un salaire, il faut déjà travailler. Et on a souvent l'occasion de dire que tout travail mérite salaire, mais le salaire, on le verra, il vient aussi récompenser un investissement personnel. La politique salariale au sein d'une entreprise, c'est un véritable enjeu stratégique, parce que bien évidemment, ça vient récompenser ou en tout cas rémunérer des collaborateurs qui s'investissent dans leur entreprise, mais c'est également un outil de pilotage, comme tous les autres outils de pilotage financier dans l'entreprise, et il a vocation à être attractif vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça, excusez-moi, dans les différents enjeux, et ce qu'on va aborder au cours de cette présentation, c'est de retracer tous ces différents enjeux que l'on voit, c'est-à-dire la rémunération des salariés en contrepartie d'une contribution effective, également refléter une stratégie RH, et on le verra qu'à travers les différents choix que l'on opère dans une stratégie RH, ça donne une indication sur le positionnement et la philosophie de l'entreprise. Ce que l'on verra également, c'est que la rémunération, c'est un outil qui est en interface avec bon nombre d'autres processus RH et qu'il doit être cohérent et refléter les autres messages que l'on envoie, notamment dans la gestion des parcours pro, dans les entretiens annuels. Ça doit faire écho, résonance et cohérence. On entend souvent parler de politique de rémunération également comme un élément incontournable du bilan, parce qu'effectivement, ça se traduit par la gestion de la masse salariale, et que gérer la masse salariale, c'est parfois un petit peu plus difficile à faire évoluer, et ça doit être en corrélation avec les résultats de l'entreprise. C'est un outil de pilotage, la politique de rémunération, qui a vocation à être compris de tous, c'est-à-dire des salariés, bien évidemment du dirigeant, et des managers intermédiaires, et on le verra, notamment pour éviter les fantasmes, les jalousies. Donc c'est un outil qui doit se faire approprier par tout le corps de l'entreprise. Un autre volet que l'on balayera aussi assez rapidement, c'est la rémunération. La politique de rémunération dans une entreprise, elle doit répondre à différentes obligations, celle du Code du travail, de la convention collective, puisqu'il y a forcément un lien
entre la rémunération et votre secteur d'activité, votre convention collective, et les différentes contraintes des postes qui offrent et qui ouvrent droit à des rémunérations complémentaires. Enfin, la rémunération, c'est un exercice, et il faut le rappeler, qui répond à des obligations aussi sociales et fiscales, puisque dans cette politique de rémunération, on vient financer notre modèle social, notamment à travers la retraite, la maladie, le chômage, et que les différents services de l'administration française sont assez vigilants aussi au fait que l'on respecte ces règles-là, notamment pour éviter tout ce qui est travail illégal, travail dissimulé. Mais ça, je pense que on pourra en faire un webinaire rien que sur ce sujet-là, et ce sera ultérieurement. Hop là, excusez-moi. Donc la rémunération, qu'est-ce que l'on entend par rémunération d'un salarié? La rémunération, en fait, elle se compose de 4 grands blocs. La rémunération fixe, c'est-à-dire le salaire mensuel de base, le cas échéant le 13e mois, la prime d'ancienneté. Ça, c'est le socle de la rémunération. C'est ce que l'on voit tous les mois. Il y a également la partie rémunération variable, c'est-à-dire tout ce qui touche aux primes que l'on verse, des primes de suggestion, c'est-à-dire qui sont liées au poste. Ça peut être une prime d'astreinte, ça peut être une prime de pénibilité. On a également dans ce pavé de rémunération variable tout ce que l'on peut mettre derrière les primes de performance, les commissions, les bonus. Ce qui compose également la rémunération, c'est la participation, l'intéressement, le PEE, le PER, les différents dispositifs de rémunération, d'épargne salariale. On peut avoir tendance à l'oublier et à ne pas le valoriser, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on doit s'attarder, puisque ça fait véritablement partie d'une offre de valeur du dirigeant d'entreprise lorsqu'il recrute. Savoir le valoriser, le vendre, puisque c'est un outil de différenciation. Et il peut y avoir aussi dans la politique de rémunération d'un salarié différents avantages qui peuvent se traduire par des indemnités de trajet, des indemnités de transport, des primes mobilité. Ça peut être également des tickets restaurants, les œuvres sociales et culturelles. Donc forcément, quand on a un CSE, ça peut être un dispositif complémentaire. Et quand bien même nos élus pourraient s'approprier cet avantage-là, ça reste néanmoins de l'argent qui provient de l'employeur. Il y a également les JRTT, la mutuelle, la prévoyance, qui font partie de ce grand ensemble de ce qui constitue la rémunération. Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit dans la rémunération, dans les 4 blocs que l'on vient d'aborder, c'est qu'on pourrait également les catégoriser dans 2 autres familles, les découper de manière différente. La part individuelle de la rémunération, c'est la rémunération fixe et la rémunération variable. Et là, elles sont vraiment attachées à la personne. Elle est individualisée. Et elle doit répondre à certaines règles, certaines philosophies de la rémunération, puisqu'elle doit répondre à un poste et à un minimum fixé par la convention collective. Et elle doit également traduire par rapport aux salariés la règle des 3 P. On a essayé de l'illustrer à travers ce schéma-là. La rémunération d'un collaborateur, elle traduit le prix de son marché, c'est-à-dire le prix de la valeur de ses compétences, le prix de sa performance et également le prix de son potentiel. On le verra un petit peu plus loin. C'est important d'avoir ça en tête. Le potentiel dans la rémunération individuelle, c'est important. Et à un moment donné, il faut aussi savoir dire qu'à un certain poste, on ne peut pas avoir 5% d'augmentation tous les ans à vie, puisque la rémunération traduit un poste occupé et qu'à un certain moment, le salaire s'arrête. Et l'investissement et la récompense peut se traduire autrement que sur le salaire, la rémunération fixe. La rémunération variable, elle viendra valoriser des contraintes liées au poste, on en a parlé tout à l'heure, des résultats des performances en fonction des objectifs tangibles qui doivent être atteignables, mais pas forcément de manière automatique.
C'est important de l'avoir en tête puisque la rémunération variable, lorsque l'entreprise est dans une situation un petit peu plus compliquée en termes de résultats, c'est un élément qui peut s'ajuster et ce n'est pas une charge fixe comme peut l'être le salaire mensuel de base. Et un des avantages de la rémunération variable est d'avoir cet outil en place et de le valoriser, d'en faire une variable d'ajustement. C'est, comme je viens de le dire juste précédemment, c'est que lorsqu'un collaborateur a atteint son poste dans lequel il va passer peut-être toute la fin de sa carrière, son poste correspond à un prix de marché, on l'a vu, et on peut toujours valoriser son investissement, sa fidélité et sa loyauté en mettant en place de la rémunération variable, c'est-à-dire des primes. Et qu'elle soit fixe ou qu'elle soit variable, la rémunération, forcément, doit s'appuyer sur des processus fiables de fixation des objectifs et la capacité d'apprécier les résultats à leur juste valeur. Sinon, on arrive souvent à constater des jalousies, des problèmes managériaux qui sont insolubles. La deuxième partie, les deux autres blocs, on pourrait les qualifier plutôt dans la philosophie de quelle est ma stratégie de rémunération collective. C'est-à-dire tout ce qui concerne la rémunération différée, on l'a vu, la participation. La participation, elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et c'est un dispositif légal. Il y a une formule et dès lors qu'on répond à cette formule, on déclenche de la participation. Il y a l'intéressement de rémunération collective et différée. Il suppose un accord d'entreprise. Et l'avantage de cette rémunération collective par l'intéressement, c'est qu'on peut mettre des critères de déclenchement qui peuvent être non financiers. Ça ne dépendra pas forcément de la santé de l'entreprise, mais de résultats, on peut dire, de RSE, des résultats qualité, satisfaction client, etc. Et c'est un outil d'implication très favorable et compris de tous, et ça accentue l'engagement des salariés. Le PE et le PER, qui sont des dispositifs de plan d'épargne d'entreprise, et qui sont des dispositifs qui sont bloqués 5 ans et qui permettent de percevoir de la rémunération nette de charge, où il y a juste la CSG et la CRDS. Mais lorsque vous mettez en place ce type de dispositif, de plan d'épargne d'entreprise, et ben lorsque vous voulez verser 100 € à un salarié, ça va lui coûter, ça va juste coûter la CSG et la CRDS. Alors que si vous investissiez 100 € sur de la rémunération sur une prime, et ben forcément, ça vous coûterait à vous 145 €, 150 €, et le salarié, lui, il n'en aurait que 70 dans sa poche. Donc, c'est important d'avoir aussi en tête ces dispositifs de rémunération collectifs et différés, puisqu'il y a un véritable avantage sociaux sur les cotisations sociales et fiscales. On a également dans cette famille de rémunération collective la prime de valeur, anciennement appelée la prime Macron, qui peuvent être des montants évolutifs chaque année et donc jouer ce rôle de souplesse dans l'outil de pilotage de la rémunération de la masse salariale dans l'entreprise. On l'a vu également, les différents avantages. Les JRTT sont des éléments assez importants maintenant dans le recrutement, souvent au même titre que le télétravail, bien évidemment, mais parler de JRTT, lorsque l'on met ce dispositif en place dans l'entreprise, c'est souvent un avantage concurrentiel. La mutuelle et la prévoyance, quand bien même c'est devenu obligatoire depuis quelques années de proposer ces dispositifs en interne, sont des éléments qui sont très appréciés et notamment sur les salariés en milieu de carrière et fin de carrière qui sont plutôt attentifs à la couverture sociale que l'entreprise peut leur proposer. Et dans le cadre des NAO annuels ou des choix d'investissement de votre politique de rémunération, choisir d'investir sur ces dispositifs-là sont parfois plus importants, plus appréciés que du salaire direct.
Les primes trajet, mobilité, chèque restaurant, on l'a vu, ce sont des avantages et sont des sujets qui sont dits collectifs, ils sont déconnectés de la performance individuelle. Alors, lorsque l'on dresse tous ces pavés de rémunération, on le voit, il y en a qui sont incompressibles, c'est-à-dire quelle que soit la santé de votre entreprise, vos résultats financiers, vous êtes en mesure, vous devez être en mesure de payer vos salariés tous les mois. Également, dans la rémunération variable, tout ce qui va être lié aux suggestions de postes, j'en parlais tout à l'heure, les primes d'astreinte, les primes de pénibilité, etc. Ce que vous mettez dans le PE et le PER lorsque vous faites de l'abondement, et les avantages, sauf à dénoncer les accords dans lesquels vous avez prévu ces avantages-là. Donc, on voit que dans une politique de rémunération, il y a beaucoup d'éléments qui sont incompressibles. Et c'est pour ça que se permettre de mettre en place des éléments variables, modulables, cela permet aussi de se donner un peu plus de liberté, de souplesse lorsque l'entreprise va bien, sans s'engager sur le long terme et d'avoir à augmenter cette base incompressible. Et les primes de performance, les primes de bonus, lorsque vous étayez véritablement les conditions de déblocage, peuvent s'arrêter et se réduire lorsque la situation de l'entreprise est un peu moins positive. Et comme je le disais, il y a aussi des avantages pour lesquels vous pouvez mettre fin, les œuvres sociales. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de CSE et que vous prenez en charge, vous, directement les œuvres sociales en tant que dirigeant d'entreprise, vous pouvez y mettre fin, comme les primes, notamment la prime de mobilité qui est actuellement en cours dans les dispositifs de l'URSSAF, par exemple. Alors, ce qui constitue la philosophie de la rémunération, comment on souhaite rémunérer nos collaborateurs? Et tout l'enjeu, c'est de savoir rémunérer l'investissement personnel et également embarquer un collectif et donner de la cohérence interne à votre entreprise. C'est un choix assez cornélien, en fait, puisque dans nos entreprises, on cherche à traiter les gens de manière, on va dire, similaire. Donc, on a parfois tendance à confondre le dispositif d'un traitement égalitaire et un traitement d'équité. Lorsque l'on décide de privilégier des augmentations dites collectives et de dire, ben voilà, aujourd'hui, je décide d'augmenter ma masse salariale de 3%, et de consacrer l'augmentation de la masse salariale de 3% à tout le monde de manière collective, en fait, on compense, par exemple, de l'inflation. Et on valorise, on va dire, des résultats d'équipe globaux, sans pour autant s'attacher à de la performance individuelle. Et mettre tout, par exemple, dans les 3%, si on décide de tout mettre sur de l'individuel, effectivement, on va valoriser l'investissement personnel, la performance. On va pousser les collaborateurs à être certainement beaucoup plus performants, peut-être beaucoup plus individualistes. Donc, tout mettre dans l'un et tout mettre dans l'autre, il y a des plus, il y a des moins, et c'est un savant équilibre. Ce qu'il faut aussi avoir en tête lorsque vous décidez de rémunérer vos salariés et chaque année de consacrer cette masse salariale, cette enveloppe budgétaire, soit vous saupoudrez et vous dites, bah voilà, je distribue un peu à tout le monde pareil, ou alors je cible précisément. On ne cherche pas à avoir la même philosophie d'entreprise. Là, on récompense dans le saupoudrage, on récompense le plus grand nombre, et on augmente, on fait des augmentations diluées, et on va plutôt chercher à gérer un climat social. Alors, lorsque l'on cible et que l'on affiche le fait de dire bah, je ne vais augmenter que les 20% meilleurs, et ben on va plutôt se focaliser sur la rétention des talents, les compétences clés. Donc, ce sont des choix très différents. L'un n'empêche pas de faire un mix des deux, mais en tout cas, ça traduit véritablement la philosophie que vous voulez donner à votre entreprise
et il convient donc d'être très clair sur les conditions d'obtention de ces rémunérations individuelles. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou je peux continuer sur la mise en œuvre? Ok, alors je continue. La mise en œuvre d'une politique de rémunération. Alors ça passe par bien évidemment plusieurs étapes. C'est une étape d'analyse pour mettre en place une politique de rémunération. Ce qui est bien, c'est d'apprécier les grilles de salaire. Et c'est de caler ces grilles de salaire sur des référentiels métiers. Et un référentiel métier, c'est une cartographie des compétences que vous avez en interne et là où vous devez être focus sur qu'est-ce qui crée de la valeur dans votre entreprise pour miser sur les populations, les métiers dont vous avez besoin. Bien évidemment, les grilles de salaire, elles reposent, comme on le voyait en introduction, sur des impératifs dictés par votre convention collective, puisque pour chaque qualification, vous devrez respecter un minima. Bien sûr, ça ne traduit qu'une obligation de minima et vous pouvez très bien vous positionner au-dessus de ces minima pour jouer sur l'attractivité. Comment on constitue également une pyramide des salaires, une grille de salaire? C'est en se positionnant par rapport à la concurrence directe. Que font vos concurrents directs en termes de salaire? Et ça, on peut avoir l'information lorsque vous faites des entretiens de recrutement. Vous pouvez toujours demander aux candidats comment ils sont payés dans leur entreprise. Et vous avez également des enquêtes annuelles qui sont publiées régulièrement par des cabinets de recrutement et vous permettent de vous positionner. Ce qu'il faut aussi avoir en tête dans les grilles de salaire, et on n'y pense pas souvent, c'est nos concurrents indirects. Sur certains types de métiers, lorsqu'on cherche des compétences, on va se positionner par rapport à notre concurrent direct, mais souvent, c'est sur une autre entreprise, un secteur proche, qui peut être intéressé par les mêmes compétences et qui va vampiriser tous vos candidats parce que dans son système de rémunération, il présentera des avantages beaucoup plus attractifs que les vôtres. Donc, ayez en tête que sur certaines compétences, il faut regarder dans d'autres entreprises, d'autres secteurs. Lorsque sur ce schéma que vous avez à l'écran, il y a une certaine aussi cohérence à respecter sur les niveaux de rémunération et qu'on voit sur certains niveaux de hiérarchie, on peut avoir des salaires qui se chevauchent. C'est normal et c'est bien de récompenser à tous les niveaux de la performance, de l'investissement. Néanmoins, il faut pouvoir apprécier que sur certaines compétences, les salaires ne peuvent pas être au-dessus de la compétence ou du niveau supérieur, au risque de démotiver la prise de responsabilité et tout ce que cela implique en termes d'investissement personnel ou de responsabilité pénale pour certains postes où on engagerait sa responsabilité vis-à-vis de certains risques juridiques ou santé-sécurité. Donc, pouvoir dessiner des grilles de salaire comme ça avec le minimum, le maximum sur chaque typologie d'emploi et avec une moyenne permet aussi de mesurer la cohérence que l'on a au niveau des différentes strates de sa population au sein de l'entreprise. En interne, ce qu'il faut avoir à l'esprit en termes de mise en place et de déploiement, c'est que en fonction des effectifs de l'entreprise et de la présence ou non d'IRP, vous avez certaines obligations dans la mise en place de votre politique rémunération. Déjà, si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, vous devez tenir à jour une BDSE, mettre en place des négociations annuelles avec la délégation syndicale. Vous devez également consulter le CSE pour certaines obligations qui touchent aux conditions de travail, à la formation, à l'évolution des salaires, à l'égalité homme-femme, notamment à travers l'index égalité homme-femme. Sachez que l'index égalité homme-femme, on l'a vu, plus les années passent, plus le seuil d'obligation d'études et de publication descend
au niveau des entreprises, et il ne serait pas surprenant que même des entreprises de moins de 10 salariés à terme doivent se poser la question de tracer cette équité de salariale entre les femmes et les hommes. Une autre obligation en termes de rémunération, on l'a vu déjà à travers les différentes slides, c'est que la politique de rémunération, elle nécessite de faire preuve de pédagogie, de transparence, de cohérence et de courage. Souvent, les règles sont connues, mais elles ne sont pas assumées par des chefs d'équipe, le management intermédiaire. Une politique de rémunération, elle est forcément, on va dire, juste si elle est comprise. Et si elle n'est pas, comme on peut souvent le vivre, à la tête du client. Donc ça suppose d'expliquer clairement les règles de déclenchement, impliquer des managers pour fixer, notamment sur les rémunérations variables, des objectifs SMART. Donc c'est simple, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Transparence ne veut pas forcément dire d'afficher tous les salaires, mais c'est de garantir l'équité et la cohérence. Et donc ça, c'est de la transparence, c'est assumer des choix et c'est de savoir donner de la perspective. Je donnerai quelques exemples un petit peu juste après pour vous dire c'est quoi le courage. Le courage, c'est de savoir dire à un moment donné à un salarié que, je vais prendre un exemple, il ne sera pas payé plus cher qu'un trader. Voilà, c'est pas possible, ou plus cher qu'un footballeur. Tous les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Savoir dire à un salarié que son poste répond à un prix de marché, c'est pas lui manquer de respect, c'est juste lui permettre d'avoir une vision économique de son poste. Par contre, on peut travailler sur d'autres éléments de rémunération, d'autres éléments de reconnaissance que le salaire en direct. Parfois, on assiste dans certaines entreprises à des comportements peu courageux de certaines hiérarchies intermédiaires, certains managements, en disant bah, « moi, j'ai voulu te proposer 350 € par mois d'augmentation, mais ce n'est pas moi qui ai eu le dernier moment, c'est le dernier mot, c'est la RH qui n'a pas voulu, etc. » Ça, en termes de cohérence de politique de rémunération et de courage managérial, c'est à proscrire, sinon ça met en péril toute la cohérence que vous essayez de construire dans votre système de rémunération. Parfois aussi, c'est de fixer des objectifs un peu trop faciles, et lorsque la prime se déclenche, le manager arrive en disant bah, « désolé, tu aurais pu avoir 4000, mais comme tes objectifs étaient trop faciles, je t'en ai donné que 2000 ». Là, on voit que le résultat est catastrophique en termes d'appartenance, en termes d'investissement et de reconnaissance et de légitimité managériale. Parfois aussi, il faut le savoir, expliquer sa politique de rémunération en présentant un autre regard que le pourcentage. Parce que parler de pourcentage, parfois, c'est en oublier le montant que ça représente. Et comme souvent on se compare, on doit donner un autre angle et dire bah, tu as peut-être eu 4% alors qu'on avait décidé de donner 5%, mais donner 4% à ton niveau de salaire, et bah, ça équivaut certainement à 6% pour une autre personne. Donc, ne pas hésiter aussi à donner d'autres angles de perception. Le déploiement d'une politique de rémunération, comment cela se passe? Il y a de la stratégie et il faut le mettre en vie, le mettre en pratique. Alors, dans les entreprises de moins de 11, une politique de rémunération, dans toutes les entreprises, ça passe par des accords d'entreprise, et dans les entreprises de moins de 11, comme il n'y a pas de représentation syndicale et qu'il n'y a pas de CSE, il convient de faire des consultations pour déployer les différents accords. Et vous avez à l'écran le mode opératoire pour mettre en place ce type d'accord. Dans les entreprises où il y a un délégué syndical, ben là c'est un petit peu plus simple. Il y a négociation et soit il y a un accord, soit il y a un PV de désaccord. Et s'il y a désaccord, le dirigeant décide par une décision unilatérale des nouvelles règles qu'il souhaite mettre en place en termes de rémunération.
Enfin, en termes de stratégie et de déploiement, on l'a vu, la rémunération, c'est avant tout une question de pédagogie. Donc, c'est de communiquer les règles, rendre les accords consultables. Plus les collaborateurs sauront comment ils sont appréciés, quels sont les critères d'attribution, de non-attribution, moins il y aura sentiment de jalousie, de comparaison et de difficultés managériales. Valoriser les enjeux et les résultats. Impliquer les managers, et là, ça passe par des formations, mais ça passe aussi par beaucoup d'implications. Assurer le SAV, puisque si vous souhaitez que votre politique de rémunération soit attractive, soit comprise, ça nécessite de communiquer, d'assumer. Parfois, on ne tombe pas d'accord avec nos représentants du personnel. C'est pas grave, il faut pouvoir l'assumer et l'expliquer. Et ce qu'on a souvent tendance à penser, c'est que avec le phénomène de la grande démission, c'est que les salariés zappent et partent pour un meilleur salaire dans d'autres entreprises. Et lorsqu'on creuse un peu, lorsque l'on fait des entretiens lors du départ, un entretien de démission par exemple, on se rend compte très régulièrement, très souvent, que ce n'est pas le salaire qui est la cause du départ ou que le collaborateur a reçu une promesse plus importante ailleurs. Lorsqu'on creuse, le salarié exprime souvent le fait qu'il n'a pas compris le système de rémunération, il n'a pas compris comment son manager l'avait apprécié et qu'il se sentait déçu. Et ce qui nourrit ce sentiment de frustration est la raison de son départ. Donc on ne quitte pas son entreprise à cause du salaire, on la quitte surtout et avant tout à cause du management. En termes de révision, les salaires, on en a parlé juste avant, l'exercice des négociations annuelles obligatoires. Et lorsque vous n'êtes pas soumis à ce passage-là, pour des raisons de conditions d'effectifs, vous pouvez très bien chaque année établir une base d'augmentation de votre masse salariale et il est pertinent d'avoir quelques indicateurs qui vous permettent de constituer votre enveloppe budgétaire d'augmentation. C'est bien évidemment la perspective, la rentabilité, votre positionnement concurrentiel. Le critère de l'inflation est important, mais il n'est pas suffisant. Donc, n'hésitez pas à croiser ces indicateurs, le contexte macroéconomique, votre carnet de commandes, votre seuil de rentabilité. Et à partir de là, vous pourrez être en mesure donc d'arbitrer vos investissements entre qu'est-ce que je mets sur l'augmentation collective, qu'est-ce que je mets sur l'augmentation individuelle, et qu'est-ce que je peux mettre privilégié en termes de rémunération directe, mais je paye des cotisations sociales et fiscales, ou ce que je cherche à privilégier, de l'optimisation fiscale, ouais, même si le terme n'est pas toujours très facile à assumer, mais en tout cas de jouer sur les différents effets de rémunération et privilégier de la rémunération différée avec une fiscalité plus avantageuse. Faire vivre votre politique de rémunération, c'est également quelque chose d'important d'avoir en tête. Il faut la faire vivre, il faut la challenger régulièrement, collecter des informations sur vos raisons de départ ou lorsque vous embauchez, de voir ce qui attire les candidats chez vous. Ça vous permettra de cibler davantage encore vos investissements en termes de rémunération. Et ajuster cette politique salariale, effectivement, au regard de votre cycle de vie d'entreprise, de votre contexte d'entreprise, en privilégiant dans les moments difficiles tout ce qui va être de l'ordre du variable et des primes exceptionnelles. Et lorsque vous êtes dans un bon trend avec des bonnes orientations, vous autorisez à augmenter le salaire fixe, le salaire mensuel de base, au-delà parfois même des minimums imposés par votre convention collective. C'est aujourd'hui, et certaines entreprises aujourd'hui affichent comme ambition d'être toujours à minima au-dessus de 5, 8, 10% au-dessus des minimums de la convention collective.
ça traduit aussi un choix de politique de rémunération parce qu'en axant cette obligation sur une différenciation collective, on a moins de marge de manœuvre sur des augmentations dites individuelles. Et n'hésitez pas, lorsque vous êtes également dans de très bonnes années et que vous avez un accord d'intéressement, de privilégier la négociation d'un avenant prévoyant un surintéressement plutôt que de le remettre également sur de la prime fiscalisée. Pour mesurer la performance de sa politique de rémunération, vous pouvez également suivre certains indicateurs. Il y en a nombreux. J'ai souhaité vous en présenter que quelques-uns en termes de démarrage. Bien évidemment, comment évolue votre masse salariale d'année en année. C'est une donnée brute, mais ça permet quand même de voir son évolution. Et également, vous pouvez avoir un indicateur assez pertinent d'analyse, c'est comment vous ventilez votre salaire par mois et par période, comment vous privilégiez vos choix, comme on l'a dit tout à l'heure, sur de la rémunération fixe, sur des primes ou sur des rémunérations différées. De faire le rapport de votre masse salariale par vos nombres de collaborateurs par catégorie, c'est-à-dire le salaire moyen équivalent temps plein. Ça vous permet d'avoir une bonne image de comment vous payez vos salariés. Le salaire brut mensuel moyen par genre, on l'a vu précédemment, ça répond à cette problématique RSE et légitime d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un autre indicateur qui peut être pertinent, alors c'est vrai que plus on a d'effectifs, plus cet indicateur est pertinent, c'est le rapport entre vos 10 salariés, 10% de salariés les mieux rémunérés et les 10% les moins rémunérés. Et ça vous permet de mesurer l'élasticité et la répartition de votre rémunération et parfois en déduire ou vous prémunir de certaines remarques de vos élus. Et enfin, le salaire moyen par catégorie socio-professionnelle et par genre, ça vous permet aussi de mesurer où est-ce que vous mettez plus d'argent dans vos catégories professionnelles. Enfin, et peut-être pour terminer sur quelques citations sur la politique de rémunération, une politique rien ne fait plus de mal que de devoir payer l'impôt sur le revenu, à part ne pas avoir à en payer du tout. Voilà, c'est pour rappeler le point en introduction, c'est que la politique de rémunération, elle vient aussi financer notre modèle social et on a tendance à l'oublier, mais ce sont aussi des avantages que l'on doit valoriser dans nos entreprises. Également, lorsque vous avez des collaborateurs qui vous rétorquent en permanence, on ne paye pas assez les salariés, mais c'est que, en fait, la politique de rémunération, elle est en lien avec vos résultats d'entreprise. Vos résultats, c'est les clients qui le font. Donc, si vous n'avez pas de clients, forcément, vous n'avez pas moyen de payer plus vos salariés. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. On le disait tout à l'heure, lorsque l'on part d'une entreprise, on ne part pas à cause du salaire, on part parce qu'on a aussi manqué de reconnaissance ou d'autres dispositifs de valorisation de l'engagement du salarié. Et enfin, parce qu'il faut aussi savoir se le dire, dans cette période où on a du mal à recruter, parfois il faut payer un petit peu plus, savoir attirer les compétences. Et lorsqu'un collaborateur passe du temps, lorsqu'un candidat passe du temps, mais ça vaut aussi pour les collaborateurs internes qui se forment par eux-mêmes, lorsqu'ils se forment et qu'ils ont un niveau d'études, il faut aussi savoir miser sur ce diplôme-là et payer un potentiel pour intégrer l'entreprise. Si le potentiel se concrétise, tant mieux. S'il ne se concrétise pas, on aura toujours moyen de ralentir sa progression salariale. Donc voilà quelques citations qui, moi, dans mon métier de DRH, m'ont permis de trouver certaines réponses, savoir expliquer à mes collaborateurs. La politique de rémunération, on l'a vu, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs choix stratégiques
Et c'est un savant mélange. Donc, chaque entreprise aura sa propre recette, mais la recette, elle doit être connue de tout votre corps social. Donc, voilà pour ma présentation. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.